Arthur Lono, Commission nationale du débat public. Merci beaucoup pour ce temps d'échange. On parle justement... On parle des mers, on parle de la Méditerranée. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais actuellement, l'État et Réseau de transport d'électricité envisagent d'installer potentiellement une centaine d'éoliennes flottantes en mer Méditerranée. Mais ça, c'est pas encore décidé. Et donc, il y a actuellement un débat public qui est organisé par la Commission nationale du débat public et qui permet de débattre de l'ensemble des sujets. Est-ce que ces éoliennes flottantes, il faut ou pas les faire en Méditerranée? Nous, notre rôle, en fait, c'est pas de faire la promotion de ce projet, mais c'est de défendre votre droit à l'information et à la participation. Et donc, c'est pour ça que le fait que vous puissiez vous saisir de ce débat public, c'est vraiment important. Et moi, j'aimerais peut-être me retourner vers les intervenantes et intervenants aujourd'hui. Alors, le but, c'est pas de vous prendre de court, mais si vous avez des éléments à amener justement sur cette nouvelle pression sur les mers et océans du monde, qui est la production d'énergie marine renouvelable, est-ce que, selon vous, ces pressions, elles sont soutenables ou pas soutenables dans les mers? Est-ce qu'elles le seraient en Méditerranée? Ça nous intéresse d'avoir votre contribution. Et puis, n'hésitez pas à vous saisir de ce débat. On est à votre disposition pour échanger à la fin de cette séance. On peut échanger, vous remettre des documents. Et nous avons également un site internet, eos.debatpublic.fr. Le débat, c'est jusqu'au 31 octobre. Merci beaucoup. Merci à vous. Oui, prendre plusieurs questions. Oui, madame. Puis on répondra effectivement globalement. Le projet d'éoliennes flottantes, c'est un projet qui est en étude. On va répéter votre question? Oui, on prendra votre question juste après. Bonjour, merci beaucoup pour votre intervention. Vos interventions, c'était très riche et très angoissant à la fois. J'avais une question peut-être sur le rôle et l'implication de la communauté internationale. Il y a quelques années, Interpol s'est doté d'un département qui travaille sur la criminalité environnementale qui est basé à Singapour et qui travaille notamment sur tout le trafic des espèces animales, trafic des bois roses, mais aussi trafic de certaines espèces maritimes. Est-ce que vous pensez qu'on peut aller plus loin sur cet aspect-là? Le droit de la mer est assez peu protégé, vous l'avez mentionné à plusieurs reprises. Est-ce qu'on peut attendre d'une espèce d'organisation internationale plus de sécurité en mer et une meilleure protection des espèces menacées? Merci. Bien, on va peut-être demander peut-être à Lamia Essemlali de répondre déjà sur cette question. On parlera aussi des projets d'éoliennes flottantes. Justement sur ce droit international dont on parle beaucoup et sur les échanges, sur le trafic maritime. Quelles sont vos attentes et effectivement, est-ce qu'on peut attendre une organisation internationale qui pourrait réguler qui pourrait être efficace en tout cas pour réguler? Nous, c'est ce qu'on appelle de nos vœux. Finalement, la naissance de Sea Shepherd, elle est née aussi de cette lacune-là. On travaille de plus en plus avec Interpol. Notamment la première grosse collaboration qu'on a pu faire, c'est dans la traque du Thunder, un braconnier de l'Égine australe, qu'on a pu retrouver. Alors pour vous donner un ordre d'idée, il était recherché, donc il était sur la notice mauve d'Interpol depuis 10 ans, et on l'a retrouvé en 8 jours. Parce que le problème, c'est qu'il y a très peu de moyens finalement qui sont mis en place pour traquer les braconniers, et particulièrement dans les eaux internationales. Et donc c'est ce qui manque. Il manque une police internationale en mer pour protéger les espèces et les habitats marins. Donc nous, on travaille de plus en plus avec Interpol parce qu'on a une flotte de navires qui est exclusivement à ça. Mais évidemment, une ONG comme la nôtre ne peut pas pallier à ce manque au niveau international. Et c'est très clairement vers ça qu'on doit aller, puisque la haute mer reste une zone de non-droit. Et même, je veux dire, la mer qui court globalement, ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même très très peu de contrôle en mer. Donc voilà. Mais je voudrais juste peut-être dire un mot sur les éoliennes. Oui. Puisque, effectivement, Sea Shepherd travaille sur les éoliennes en mer depuis le mois de mai. On s'est intéressé assez tardivement à ce sujet-là. C'est parce qu'on a été interpellé, notamment par des pêcheurs et par certains de nos sympathisants, qui étaient très inquiets de voir le programme de développement d'éoliennes en mer en France. Et on a sorti un rapport, un dossier de 75 pages sur le sujet la semaine dernière, avec un titre qui est volontairement assez rentre dedans. C'est le projet d'éoliennes en mer en France, une bombe à retardement écologique.
On se base beaucoup sur le rapport du CNPN, le Conseil national pour la protection de la nature, qui est sorti en juillet dernier, mais aussi sur certaines études qui ont pu être faites en mer du Nord et en Allemagne. Et la problématique qu'on a en France, si vous voulez, c'est qu'on a des objectifs qui ont été fixés par l'Europe en fonction de la taille de notre littoral, puisque nous avons cette chance et cette responsabilité d'avoir le plus grand littoral en Europe. Et donc, presque mathématiquement, on nous a parlé de cet objectif d'avoir à peu près 7000 éoliennes en mer pour répondre aux objectifs européens en termes de lutte contre le changement climatique, sachant qu'en France, on a quand même une électricité qui est relativement décarbonée. Le problème, c'est qu'on n'a pas du tout fait le travail préalable qu'on aurait dû faire, c'est-à-dire d'identifier sur notre littoral les zones qui sont des hotspots de biodiversité, les zones de nidification, de repos, de reproduction et les couloirs migratoires d'espèces marines, dont d'espèces marines protégées. Et en fait, quand on dézoome et qu'on regarde les projets qui sont prévus à l'heure actuelle, donc il y en a 7, que ce soit sur la façade atlantique, en Manche, mer du Nord ou en Méditerranée, on est pile poil dans ces zones de vie, ces oasis qui sont absolument indispensables à la survie de ces espèces. Et donc, c'est ce qui fait dire au CNPN notamment que le programme de développement d'éoliennes en mer français, en France, est incompatible avec la survie des oiseaux marins, par exemple. Rien que pour le projet de Saint-Brieuc en Bretagne, le promoteur éolien Iberdrola, qui est un géant de l'énergie espagnol, a obtenu 59 dérogations de destruction d'espèces protégées et de leur habitat. Et dans cette liste d'espèces, il y a des espèces menacées et des espèces en danger critique d'extinction, comme le puffin des Baléares, par exemple, pour lequel la France a mis en place un plan national d'action. Donc on est dans une situation complètement ubuesque, où on nous parle de mesures de compensation, hein, la fameuse formule éviter, réduire, compenser. Donc on a des mesures de compensation qui sont absolument illusoires et qui, en fait, permettent aux promoteurs éoliens d'avoir tous les passe-droits, si vous voulez, parce que l'énergie éolienne est présentée comme un facteur de lutte contre le changement climatique. On l'autorise à faire des choses qui seraient refusées à n'importe quelle autre industrie sur des aires marines protégées, dans des zones Natura 2000, à proximité de parcs marins. Et c'est très très important de rectifier le tir avant qu'il ne soit trop tard, parce que là, très clairement, la France est en phase de sacrifier la biodiversité marine au prétexte de lutter contre le changement climatique. Bon, ce qui est une aberration totale, que c'est la vie marine qui est prise en organe de régulation du climat. Ça va alimenter le débat public, en tout cas sur cette expérimentation qui projetée en Méditerranée, au large de l'Aude et des Pyrénées-Orientales. Bruno David, sur cette question. Alors, organisation internationale, il y en a déjà une, mais... Un mot sur la haute mer, quand même, et sur les régulations. On a fait une expérimentation avec des albatros dans l'océan austral, justement, en dotant les albatros de systèmes de captage qui permettent de suivre les bateaux et de repérer des bateaux pirates qui iraient pêcher de la légine, notamment, qui sont ces poissons de l'océan austral, sans autorisation. Parce que les bateaux normalement doivent émettre systématiquement, et quand un bateau est silencieux, c'est quand même que c'est bizarre. Et comme l'océan est immense, hein, on le sait bien, c'est difficile de passer partout, c'est difficile d'avoir d'autres bateaux de surveillance qui passent partout. Et donc on utilise des albatros, on a fait des tentatives pour utiliser des albatros pour le faire. Et puis il y a un processus qui est en cours, qui s'appelle BBNJ en anglais, qui est en gros Biodiversity, c'est Beyond National Jurisdiction, je crois que c'est quelque chose comme ça, et qui est une forme de régulation de l'accès à la haute mer. Les discussions internationales sont en cours, alors après on sait ce que ça donne, hein, tout ça c'est dilué, il n'y a pas de contraintes majeures sur les États, enfin c'est compliqué à mettre en œuvre, mais néanmoins il y a quand même une démarche pour aller dans ce sens-là. Quant aux éoliennes, je veux dire, on peut toujours prendre les choses par le bout de la biodiversité, et chaque fois qu'on va faire quelque chose, on va occuper un espace, effectivement, ça ne sera pas bien, et on peut considérer que ça a un impact, et c'est vrai, c'est pas faux. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est, on éteint la salle, on coupe l'électricité, bien sûr, on abandonne nos téléphones portables, évidemment, personne n'est abonné à Netflix, et personne ne va jamais sur les réseaux. L'ensemble des réseaux, c'est 10% de l'électricité mondiale. Netflix, c'est 1% de l'électricité mondiale. Donc la seule solution, c'est la sobriété quand même. Donc après, il faut savoir, est-ce qu'on préfère avoir une centrale nucléaire, une centrale à charbon, une centrale au gaz, un parc d'éoliennes, mais à partir du moment où on consomme de l'électricité, et j'ai peur qu'on aille vers plus en plus de consommation d'électricité, par exemple avec des voitures électriques, qu'il va falloir quand même nourrir en électricité, en dehors de si on ne va pas vers de la sobriété, on n'aura pas de solution satisfaisante. On aura chaque fois des solutions de compromis.
Et les solutions de compromis, il faut les accepter. Et, bon, à un moment donné, il faut savoir ce qu'on veut socialement. Mais il faut, à ce moment-là, sinon, collectivement, dire bon, on a besoin de beaucoup moins d'électricité. Donc, plus de téléphone portable, plus de réseau Internet, plus de Netflix, plus de conférences à Montpellier. On éteint l'amphi et on se dit au revoir et on éclaire les bougies. Mais il faut savoir ça aussi, je veux dire. Il faut quand même se poser la question jusqu'au bout. Il ne faut pas simplement dire les éoliennes, c'est pas bien parce que ça va perturber les poissons ou ceci ou cela. Après, il faut savoir où les mettre, où sont les endroits les plus intéressants, les plus intelligents, combien il faut en mettre, pas tout mettre au même endroit, etc. etc. Catherine Jandel. Il y a déjà eu la question ce matin, et en fait, une des réponses, c'est quand même attention, tout débat public doit se nourrir d'un rapport d'experts scientifiques. Et ce rapport d'experts, alors apparemment, il y a une semaine, quelque chose est sorti, j'en ai pas au courant, mais il faut extrêmement faire attention à ce que disent les scientifiques avant d'implanter le parc d'éolien et avant de faire le débat public.